justement, oui, paléanthropologie. Donc moi, je suis maître de conférence au Muséum Nation Histoire Naturelle et je suis paléanthropologue. Donc en fait, j'étudie l'évolution morphologique au cours du temps, donc les changements de morphologie dans le squelette au cours du temps de cette longue histoire maintenant qu'on peut enraciner, vous le voyez, sur cette représentation autour de 7 millions d'années. Donc la paléanthropologie, on la pratique beaucoup au muséum. Il y a quand même une grosse équipe paléanthropologie évolutionnaire, tout ce qui est aussi archéanthropologie, donc plutôt funéraire, tout ce qui est aussi primatologie. Voilà, donc je vais essayer un peu d'incarner toute cette équipe qui est présente au muséum dans toutes ces disciplines. Bon, après, certains d'entre vous vont approfondir au cours de leur cursus et arrivent peut-être déjà avec une bonne culture dans ce domaine. Pour d'autres, voilà, ce sera peut-être un peu les seuls éléments que vous aurez là ce matin. Donc, je vais essayer, moi, de vous donner voilà, quelques concepts clés, quelques idées un petit peu saillantes dans le domaine. La première, c'est ce qu'a évoqué Caroline à l'instant, c'est le côté extrêmement aléatoire des découvertes dans notre domaine, qui est en effet quelque chose de très important, parce que pour pouvoir reconstituer l'évolution humaine telle que vous l'avez là sur ce dessin, eh bien évidemment on se base sur des faits. On se base sur des faits archéologiques, on se base sur des faits anthropologiques. Et donc, essentiellement, nous, notre matériau d'étude, ce sont les restes du squelette qui se sont fossilisés, qui se sont minéralisés et qu'il faut aller découvrir. Voilà. Mais pour ça, il faut aussi qu'ils se soient conservés. Donc, en fait, il faut qu'il y ait une espèce de convergence de deux éléments, des chercheurs sur le terrain et des terrains qui conservent. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez certaines zones de la planète qui sont très, très favorables, qu'on appelle des aubaines géologiques. Je pense, par exemple, au système de rift est-africain, par exemple, qui fait, en fait, qui amène à l'affleurement des niveaux des terrains qui sont très, très anciens et qui fait que vous marchez, vous prospectez sur des terrains qui peuvent avoir 4, 5, 6, 7 millions d'années. Il y a presque qu'à se baisser. Évidemment, c'est plus complexe, mais pour trouver des fossiles d'hominidés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une aubaine géologique, ce qui fait que quand même, d'une façon générale, on va avoir une espèce de surreprésentation de ce qu'on appelle le registre fossile en Afrique de l'Est par rapport à l'Afrique de l'Ouest, tout simplement, ou par rapport à tout le reste de l'Asie, qui, pour des raisons variées, a livré jusqu'à présent un tout petit peu moins de fossiles. Donc, avec ce qu'on a, évidemment, et en effet, cela peut être pas remis en question, mais cela peut être discuté ou nous obliger, les faits archéologiques, les faits anthropologiques vont nous obliger, en effet, à revoir un petit peu les hypothèses qu'on a formulées. Mais donc, tout ça est assez, en effet, aléatoire et est assez amené à varier au cours du temps. Voilà, c'est la donnée de départ, il faut faire avec. La deuxième concept à avoir bien en tête, c'est justement le concept d'espèce, que vous connaissez tous, j'imagine, en arrivant ici au muséum, mais vous le connaissez sous sa définition évidemment biologique, c'est-à-dire c'est cette capacité à l'interfécondité entre individus qui caractérise en fait le fait de pouvoir les regrouper au sein d'une même espèce. Alors vous savez que même sur le vivant, en biologie, c'est un concept qui n'est pas très satisfaisant, qui ne fonctionne pas totalement. Alors, évidemment, en paléanthropologie, sur des fossiles, sur des hominines éteints, c'est évidemment encore plus complexe à identifier. Donc, il faut quand même partir du principe qu'on tend vers ça. C'est notre ambition, évidemment, de rejoindre une certaine réalité biologique, mais c'est très difficile et finalement, le concept d'espèce, on l'utilise beaucoup, comme la plupart des paléontologues, pour faire des catégories et pour donner des noms aux choses et puis pour agencer les catégories entre elles. Voilà. Si on arrive à avoir une certaine notion en fait de biologie là-dessous, ou de biologie des populations et autres, c'est tant mieux, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu complexe dans notre domaine. Donc cette histoire maintenant, le sait, elle s'enracine au moins il y a 7 millions d'années, essentiellement pour l'instant, pour ce qu'on va évoquer tout de suite, en Afrique de l'Est. Mais tout de suite, et c'est un peu le titre de la présentation, et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez, bien que vous soyez sans doute déjà familiarisé avec cette notion, c'est le côté buissonnant de l'évolution.
C'est pas comme ça qu'on l'enseignait, l'évolution, il y a un quart ou un demi-siècle. Donc, pourquoi est-ce qu'on a changé un peu notre vision des choses ? Parce que justement, les fossiles, le matériau d'étude, les découvertes nous ont obligés à concevoir les choses différemment. C'est-à-dire que pour une même période de temps, vous allez voir, on va parcourir très rapidement ces 7 millions d'années, mais à chaque fois, on a une diversité paléobiologique, on a une diversité des formes qui sont contemporaines, qui nous imposent de penser l'évolution de façon buissonnante. Buissonnante, ça veut dire qu'on a toute une série de petites lignées qui se développent de façon contemporaine. Les liens entre ces lignées, comment est-ce qu'un groupe de préhumains va occuper telle partie du territoire et un autre groupe telle autre partie, ça reste quelque chose d'assez complexe. On peut, autrement dit, coexister sans cohabiter, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental de se rendre compte qu'on est complètement éloigné maintenant de cette évolution linéaire qui voyait, comme sur la diapositive la dernière de Caroline, qui voyait finalement s'enchaîner les espèces, se transformer les unes dans les autres au cours du temps. Donc je pense que cette représentation, même si vous ne lisez pas les noms de genres et d'espèces, là, voyez le code couleur par exemple, et vous voyez qu'on a toutes ces lignées qui sont souvent en parallèle. Alors c'est un peu moins vrai pour les périodes très anciennes, vous voyez qu'entre 7 et 4 millions d'années, donc le rectangle là rouge, ce sont donc plusieurs genres qui sont représentés, que vous connaissez sans doute, Sahelanthropus, Aurorine, Ardipithèque, qui présentent deux espèces. Donc c'est un petit peu moins en coexistence, parce qu'on est sur des périodes plus anciennes, mais on a quand même déjà une vraie diversité qui s'exprime, et notamment, par exemple, sur les capacités locomotrices. Donc je vous ai mis ce schéma aussi, ce dessin qui est fort connu, de ce redressement de ces préhumains qui ressemblent plus à des singes, d'ailleurs, redressement des singes, pour arriver finalement jusqu'à ce redressement, cette bipédie permanente des Homo sapiens qui vont finir par se recroqueviller sur leur ordinateur, comme vous le voyez sur cette image. Alors, elle est totalement erronée, ça vous le savez, à plusieurs titres, mais sur l'aspect vraiment de la bipédie, c'est important de l'avoir en tête, ça, parce que c'est très bien documenté maintenant. Au muséum, il y a une équipe qui travaille vraiment en particulier, même plusieurs chercheurs qui travaillent en particulier sur ce sujet des modes locomoteurs. Et en fait, ils ont montré que justement, ce sont des répertoires locomoteurs. C'est-à-dire qu'on a plusieurs façons de pratiquer la bipédie. La bipédie, elle peut se pratiquer par exemple au sol, mais aussi dans les arbres. Ça fait déjà une première différence. Et puis, souvent, on parle de répertoire locomoteur parce que justement, on n'a pas qu'un seul mode de déplacement. Souvent, pour ces préhumains très anciens, la bipédie, elle est associée avec une arboricolie, par exemple, une capacité à grimper aux arbres. Voilà. Donc, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas une bipédie, mais des bipédies, des façons de la pratiquer, qu'elle se pratique dès les premiers hominidés connus, donc là, Sahelanthropus, autrement dit Toumaï, au Tchad, et que de ce fait, on pense que l'ancêtre commun des grands singes et des humains devait pratiquer une forme de bipédie qu'il aurait à ce moment-là, qui aurait été conservée chez les premiers hominidés. Voilà, donc il y a quand même un renversement de paradigme sur cette histoire de la bipédie chez les préshumains très anciens qu'il est important d'avoir à l'esprit. Pardon. Deuxième grande période de temps, entre 3 et 1 million d'années. Vous voyez que là, on a plusieurs couleurs. Là, on a vraiment cette histoire de coexistence de différents types de primates. On a les paranthropes en orange, là, sur la gauche, qui sont des individus très, très robustes avec vraiment un développement important de la face, de tout le système masticateur, des dents qui sont de grandes dimensions. Tous les australopithèques, on compte 7 espèces d'australopithèques et un autre genre qui s'appelle le kénianthrope également. Et puis les tout premiers représentants du genre Homo qui vont émerger dans ce contexte de très grande diversité biologique entre les paranthropes et les australopithèques. Les tout premiers représentants du genre Homo, on les a autour de 2,8 millions d'années. Juste parce qu'on a parlé pas mal nature-culture, avec aussi l'exposé de Paul Verdu tout à l'heure et celui de Caroline à l'instant, vous parlez un petit peu des industries lithiques, donc des premières pierres taillées, qui longtemps donc, ont été découvertes plutôt, on reste aussi en Afrique de l'Est, autour de 2,4 millions, 2,5 millions.
Donc je vous ai dit, les premiers représentants du genre Homo étant à 2,8 millions, on peut considérer qu'ils sont les auteurs de ces premières industries. Mais finalement, récemment, enfin il y a déjà quelques temps maintenant, mais Sonia Armand, Sandrine Pratt et toute leur équipe à Lomekwi, au Kenya, ont découvert des industries lithiques, donc des assemblages de pierres taillées de façon assez quand même standardisée, hein, qui remontent à 3,3 millions d'années. Donc à Lomekwi, et on parle maintenant du Lomekwien. Donc évidemment, à 3,3 millions d'années, vous regardez sur cette représentation, il n'y a pas encore de représentants du genre Homo. On n'a aucun individu dans cette lignée de couleur violette. À 3,3 millions d'années, il n'y a que des australopithèques, il y a le kénianthrope. Donc il y a forcément en fait un partage de cette capacité à fabriquer des outils que l'on doit concevoir donc entre les premiers humains et ces pré-humains assez anciens. Voilà. Ça pose plus non plus aucun problème conceptuel, si je puis dire, dans le sens où de toute façon, pour ce qui est de la définition du genre humain, eh bien, cette définition, elle se base sur plusieurs caractéristiques, dont par exemple la bipédie permanente exclusive, dont la capacité à fabriquer des outils, mais elle ne se limite pas à cela. Voilà. Donc, on ait partagé ce type de compétences avec d'autres genres de primates, ça, à mon avis, conceptuellement, ça ne pose pas du tout de problème. Alors justement, vous voyez, on était sur cette période de temps entre 3 et 1 million d'années et on a vu toutes ces formes un petit peu émerger. On a parlé des paranthropes et des australopithèques et des premiers représentants du genre Homo. Et ben en fait, on essaie de mettre ça un petit peu en parallèle avec les variations climatiques qui ont lieu à ce moment-là. C'est une idée qui a été proposée par le professeur Yves Coppens du Collège de France il y a quelques années déjà, qu'il avait fort joliment appelé l'Homo Event, mais l'Homo pour le genre Homo avec un H, mais le H entre parenthèses pour faire référence à Homo, la vallée de l'Homo en Éthiopie. Et donc cet Homo Event, c'était le fait que des facteurs climatiques avaient favorisé en fait l'émergence de ces premiers humains. Et je crois que ça peut rester quand même toujours d'actualité si vous regardez ce genre de proxy, là, ce genre d'évidences qu'on a, qui sont multiples. Là, vous voyez, on a des biomarqueurs et puis tout ce qui est dans les carbonates du sol. Et aussi, à droite, vous avez la courbe du nombre de fossiles de bovidés. Vous voyez qu'il augmente énormément. Et donc, ces bovidés, il faut les envisager dans des environnements qui sont très ouverts, avec des grandes herbes hautes, et donc ça indique une ouverture vraiment de l'environnement et donc une espèce d'aridification du climat. Donc c'est peut-être avec ces pulsations climatiques qu'il y a eu des réponses adaptatives diverses, parce que les paranthropes sont aussi une réponse éventuelle à cette crise climatique, entre guillemets, comme le seraient les premiers représentants du genre Homo. Donc les voici un tout petit peu illustrés, ces paranthropes, ces premiers homos, et tout de suite vous vous rendez compte qu'on est on est resté là pour l'instant en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, et qu'il y a plusieurs espèces à la fois de paranthropes en bleu, les robustus, les Ethiopicus leboisei, et en vert, donc il y a plusieurs espèces aussi relevant du genre Homo, les habilis, les rudolfensis et les ergaster. Les voilà un peu en détail, ces premiers humains, juste pour vous montrer qu'on a des traces dans le registre fossile à partir de 2,45 et même 2,8 millions d'années. Mais à 2,8 millions d'années, le reste n'est pas attribué à une espèce en particulier. Mais à 2,45, on a les premiers Homo rudolfensis. Vous montrez donc que ces premiers homos, on les suit avec ces différentes espèces qui sont parfois contemporaines jusqu'à au moins 1,45 million d'années, essentiellement Afrique de l'Est et du Sud. Et regardez les paramètres un petit peu au bas de la diapo, essayez d'observer un petit peu ces crânes. Regardez, vous voyez que la boîte crânienne est quand même assez volumineuse, surtout en proportion de la face. La face, elle commence à se réduire un petit peu. Vous avez vu rapidement les paranthropes tout à l'heure, c'était tout à fait l'inverse avec une face qui était très développée par rapport au volume endocrânien. Le volume endocrânien, il varie beaucoup. Chez les petits habilis, il est à 500 cm3 et chez les ergaster, il peut monter quand même jusqu'à 800 voire 1000 cm3. Donc ça fait quand même un intervalle de variation important, mais il faut garder à l'idée que c'est des petits individus de petite stature. Regardez les dimensions aussi, on est entre 1,30 m, 1,50 m et que par rapport à nous, bien sûr, ce sont
donc des individus de petite dimension, y compris pour le volume du cerveau. Le nôtre, en moyenne, chez les Homo sapiens actuels, est autour de 1500 cm3. Donc des australopithèques, premiers homos jusqu'à nous, on va faire x3 pour le volume endocrânien. Alors on sort de l'Afrique, on arrive cette fois-ci donc juste après avoir suivi sans doute le corridor levantin, là, et donc on sort, on arrive, vous voyez, avec dans cet espace moyen-oriental, avec la Turquie qui est au-delà de ce petit cadre là noir, et la Géorgie justement qui est encadrée. La Géorgie qui est prise entre ces hautes chaînes de montagnes que sont le petit et le grand Caucase. Donc autant vous dire que ce n'était pas là qu'on attendait les premiers migrants depuis l'Afrique, si je puis dire. Pas là parce que on avait considéré que les barrières naturelles étaient quand même un petit peu difficiles à franchir. Et voilà une idée, donc un postulat de départ qui nous a fallu revoir, puisque c'est bien là, à Dmanisi, en Géorgie, qu'on trouve les fossiles les plus anciens en dehors de l'Afrique. Ils sont datés autour de 1,77, autant dire 1,8 million d'années. Et on n'attendait pas non plus ces petits Homo georgicus. Homo erectus ou Homo ergaster portait ce nom parce que justement c'était lui qui maîtrisait bien cette bipédie permanente très efficace pour se déplacer, et donc on pensait que c'était les Homo erectus qui, avec une anatomie, une plus haute stature, un volume du cerveau plus important, sortaient d'Afrique. Il faut considérer que justement c'est une forme plus petite, ce sont les fossiles de Dmanisi. Parfois ils sont intégrés dans le grand groupe justement des Homo erectus, mais on peut les distinguer sinon sous le terme Homo georgicus. Vous voyez, eux aussi, ils ont un petit volume endocrânien, une petite stature. On a plusieurs individus. Alors ça, c'est très rare en paléanthropologie, et ça nous permet un petit peu d'estimer la variabilité intra-groupe. C'est assez rare. Là, c'est intéressant parce qu'on voit justement qu'il y a une variabilité importante entre ces différents individus. Vous avez les 5 crânes, et 4 d'entre eux possèdent leur mandibule, leur mâchoire. Donc vous pouvez observer aussi, leur face est toujours un peu réduite, la capacité crânienne un petit peu importante. Regardez en vue supérieure, la rangée de crânes du bas, là, vous voyez que par exemple, il y a derrière les orbites une constriction post-orbitaire, le crâne se rétrécit, et donc cette constriction, elle est quand même assez forte, et au-dessus des orbites, il y a ce bourrelet osseux, ce bourrelet supraorbitaire qui est assez développé. Alors, si on regarde après à l'échelle de tout l'ancien monde, Afrique, Europe, Asie, les fossiles les plus anciens qu'on a mis au jour, vous retrouvez Dmanisi donc en Géorgie, et puis vous voyez que vous retrouvez assez vite à l'est de l'Asie, comme en Europe, ces hominines qui arrivent à des dates assez anciennes. Autrement dit, l'espèce de dispersion, s'il faut le voir comme ça, ou les dispersions en plusieurs vagues, etc., parce que là, on n'a aucune idée des modalités de peuplement de l'ancien monde. Mais donc, s'il faut le voir comme ça, les dispersions, elles se font de façon très rapide. Dmanisi, c'est 1,8 million. Vous avez quasiment des fossiles du même âge en Asie continentale en Chine, ou en Asie insulaire à Java, par exemple. Voilà. Et en Europe, on commence à avoir aussi des fossiles assez anciens, ce qui, jusqu'à une période récente, n'était pas tout à fait le cas. Donc une dispersion assez rapide. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, toujours, pour vous tous, qui allez peut-être aborder d'une façon ou d'une autre cette période du Quaternaire, qui commence il y a 2,5 millions d'années, mais même au-delà, ce qu'il faut avoir en tête, ce sont les grandes variations climatiques. On en parle beaucoup aujourd'hui, donc vous savez que nous sommes en période de réchauffement climatique, que c'est un réchauffement climatique qui s'est déclenché comme beaucoup d'autres à travers le temps sur des bases tout à fait naturelles et qui sont réglées par des processus astronomiques qui sont de grande ampleur. Évidemment, aujourd'hui, à ce réchauffement climatique s'ajoute celui de la production humaine, mais c'est quand même un mécanisme qu'on a connu à plusieurs reprises au cours du temps. Donc c'est ce qui est visé là sur ce que vous voyez, le graphique un peu des variations climatiques en haut à droite, au cours du temps, avec des entrées en période glaciaire et
entrer en période interglaciaire, c'est-à-dire période tempérée, comme aujourd'hui, hein, à différents moments. Alors, en période glaciaire, en fait, l'eau, elle est l'eau de la planète, hein, elle est essentiellement retenue dans les calottes polaires, dans les glaciers, au niveau des montagnes, etc. Ce qui fait que l'ensemble de l'eau au niveau de la planète va finalement régresser. C'est ce qu'on appelle les régressions, par exemple, marines, c'est-à-dire que les littoraux, hein, les bords de mer, en fait, finalement, il y a toute une bande littorale qui se dégage et vous pouvez être à pied sec sur un grand territoire du bord de mer qui est habituellement immergé. Donc les terres émergées, hein, vont être plus importantes en période glaciaire. Donc ça crée, par exemple, là vous êtes en Asie du Sud-Est, hein, vous êtes justement sur cette grande zone entre l'Australie, Sumatra, Java et Bornéo ici, et vous voyez qu'en période glaciaire, toutes les terres émergées sont celles qui sont un peu grisées. Donc la paléogéographie de ces régions, elle est radicalement différente. Donc ça, c'est important parce que c'est important pour justement les modalités de dispersion de nos hominines au sein de ces territoires. Vous avez des espèces de ponts terrestres qui existent et qui vous permettent à ce moment-là, en période glaciaire, de rejoindre l'île de Java, par exemple, à pied sec. C'était le cas, vous vous souvenez, vous savez, vous transposez, j'imagine, assez vite, entre la France et le sud de l'Angleterre pour ces périodes glaciaires, où le passage est totalement facilité. Donc gardez à l'esprit aussi, quand vous voyagez dans le temps, si je puis dire, que les paléoterritoires, paléopaysages peuvent être très différents de ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc revenons un petit peu sur nos premiers hominines, nos premiers représentants du genre Homo à sortir d'Afrique, ou en tout cas ceux qu'on connaît au-delà de l'Afrique. On a parlé de Dmanisi, les fossiles de Yunxian, c'est plutôt en Chine continentale. On parlera de l'Europe un tout petit peu après. Je voulais attirer votre attention sur le fossile de Kojabash parce que notre équipe l'a particulièrement étudié. C'est en Turquie, donc c'est pas très loin de la Géorgie. C'est même un pays limitrophe. Et donc on a pu dater ce petit fossile qui a été découvert dans des conditions particulières, mais peut-être ça va vous rappeler un petit point d'actualité. Ce sont les dépôts de travertins, en fait, qui piègent comme ça des fossiles, qui les conservent très très bien, et qui sont en ce moment même débités par des carrières immenses et par des machines incessantes. Et donc c'est débité sous la forme de petites dalles que vous retrouvez dans vos cuisines, salles de bain et autres assez régulièrement. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. En tout cas, regardez attentivement, il y a souvent des petits fossiles qui sont pris dedans. Et récemment, il y a une mandibule humaine justement qui est apparue, qui a fait le buzz, comme on dit, sur les réseaux sociaux, et qui vient justement du même bassin que ce fossile de Kojabash, que vous voyez un petit peu bizarrement conservé pour cette raison. C'est-à-dire qu'il a lui-même été, en fait, il est extrait d'une dalle de travertin qui a été débitée par les lames des machines, ce qui fait que, vous voyez, tout le haut, par exemple, de la calotte crânienne a été complètement découpé. C'est pour ça qu'on a un gros trou sur cette partie du fossile. Mais ce petit fossile est intéressant quand même, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce territoire, à part en Géorgie. Et on a pu dater justement ces dépôts de travertins. C'était le travail de toute une équipe pluridisciplinaire. On a utilisé plusieurs méthodes de datation pour être sur cet intervalle de temps. On est assez confiant sur cet intervalle entre 1,2 et 1,6 millions d'années. Alors il est large cet intervalle de temps, on travaille à le réduire. Mais enfin, ça donne quand même une idée. Ce sont des fossiles assez anciens. Et pour les caractériser, puisqu'ils sont au carrefour, vous voyez, de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie, on a fait des comparaisons entre les différents fossiles de ces périodes. Globalement, à cette période-là, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle les Homo erectus. Et les Homo erectus, vous pouvez les reconnaître assez facilement, vous voyez, c'est aussi des petites formes. Et puis elles ont des caractéristiques comme un crâne qui est assez aplati, assez allongé, le front qui existe à peine, qui est assez fuyant par exemple, et tout un tas de petites caractéristiques qui nous permettent de regrouper les individus sous ce nom d'Homo erectus pour cette période de temps au niveau de l'Afrique et de l'Asie. Et donc, nous, on a fait, avec notamment Sandrine Pratt, ici, qui travaille dans notre équipe, une analyse cladistique. Je voulais vous le montrer parce que tous les paléanthropologues pratiquent pas la cladistique. Il y a beaucoup de discussions autour de cette approche. Nous, on l'a trouvée intéressante. Ça vous permet, en fait, vous considérez différents fossiles qui sont, vous voyez, les différents taxons regroupés dans les différents clades, dans les différentes branches.
Et vous observez chez ces fossiles des caractères qui peuvent être des caractères morphologiques ou métriques. Et en fait, ça vous génère des arbres, c'est-à-dire que ça vous regroupe les individus qui partagent entre eux des caractères non pas primitifs, justement, parce que ça, des caractères primitifs, tous les fossiles en partagent beaucoup, et donc ça ne veut pas dire grand-chose en termes évolutionnaires, mais des caractères dérivés, des caractères nouveaux qui apparaissent. Et donc ça vous regroupe les individus dans les mêmes clades. Et là, le fossile turc de Kocabaş, vous le voyez peut-être sur l'arbre à gauche, il est regroupé avec des fossiles africains. Globalement, on peut les attribuer à des Homo erectus et qui datent autour de 1 million d'années. Et l'embranchement est commun aussi avec d'autres fossiles africains, encore une fois, qui sont un peu plus anciens. C'est les Homo ergaster qui sont un peu plus anciens, entre 2 millions d'années et 1,5 million. Donc, l'intérêt de cette étude, ça a été de montrer que ce fossile en Turquie, finalement, il a plus d'affinité avec les Africains qu'avec les fossiles asiatiques. Voilà, donc c'était intéressant de pouvoir un petit peu séparer les choses. Et on se rend compte aussi, le deuxième grand embranchement sur la droite, là, vous voyez qu'on a dès 2700 et dès 2280, ce sont les fossiles de Dmanisi, qui sont représentés au-dessus. Et eux, ils se regroupent plutôt avec les fossiles asiatiques. Voilà. Donc, à très peu de distance entre la Turquie et la Géorgie, très peu de distance temporelle, puisqu'on a quelques centaines de milliers d'années qui les séparent, les fossiles de Turquie et de Géorgie, ne montrent pas les mêmes affinités. Celui de Turquie est plutôt côté africain et celui de Géorgie, ceux de Géorgie, plutôt côté asiatique. C'est pour ça que on a proposé, évidemment tout ça sont des hypothèses de travail, mais on a proposé qu'il y ait plusieurs justement vagues d'expansion depuis l'Afrique, avec une vague un peu ancienne qui passe par Dmanisi, qui aille vers l'Asie et l'Asie du Sud-Est, et une vague un petit peu plus récente qui passe justement de l'Afrique vers la Turquie et éventuellement vers l'Europe. Mais là, on n'a pas trop les moyens d'argumenter cet aspect-là pour l'instant. Alors justement, on arrive en Europe. Je vous disais jusqu'à présent, le peuplement de l'Europe était assez... les bases, les faits archéologiques qu'on avait montraient quand même des éléments un peu récents. Finalement, ces derniers temps, et surtout grâce à ces sites, qui sont ceux d'Atapuerca, pas très loin de Burgos, au nord de Madrid, en Espagne. Ces sites d'Atapuerca sont majeurs, vous voyez, en fait, ils ont été découverts à la faveur d'une exploitation de carrière, encore une fois. Vous voyez ce grand trait, cette grande balafre dans le massif calcaire. C'est une espèce de petite voie de chemin de fer, mais pour les petits wagonnets qui déplacent les blocs de calcaire. Mais cette voie de chemin de fer, elle est passée au travers des sites préhistoriques. Ça, c'est toute la partie à l'air libre, si je puis dire. Puis après, vous avez toute une partie, vous le voyez sur la carte à droite, encore souterraine, encore en réseau karstique actif. Et où là, il y a encore aussi d'autres traces d'occupation par les humains. Donc sur place, quand on met bout à bout les différentes localités, les différents sites préhistoriques qui sont en cours de fouille, on a, alors pas une continuité, justement, on va pouvoir parler continuité, discontinuité, mais en tout cas, on a des témoignages à partir d'1,4 million et jusqu'aux périodes très très récentes. Donc ce sont des sites absolument incontournables. Et discontinuité ou pas, justement, c'est ça qui est intéressant. Donc les fossiles les plus anciens sont ceux de Cima dell'Elefante, vous les voyez au cœur de la diapo, là, sont ceux donc avec cette face, ces éléments de maxillaire et de malaire, qui sont datés, donc cette face, il y a une petite mandibule qui est associée, sont datés entre 1,4 million et 1,2 million à Cima dell'Elefante, et les collègues espagnols sont en train de les publier comme justement appartenant d'une façon générale, on va dire, aux Homo erectus, ce qui est un petit peu, ce qui veut tout dire et rien dire, parce qu'il faudrait qu'on arrive à bien redéfinir ce que sont les Homo erectus pour pouvoir le discuter ici. Mais leur objectif, justement, c'était de montrer qu'ils sont différents morphologiquement, métriquement, des autres plus anciens, les Homo antecessors, que vous voyez en haut de la diapo, qui, eux, sont datés à 850 000 ans. Et donc, il voulait montrer qu'il y avait une vraie différence et donc, justement, qu'il y avait une rupture, sans doute une discontinuité, au moins biologique, dans ces groupes de population qui vont être présentes donc à 1,4 million, 1,2 million et à 850 000 ans à Atapuerca. Le dernier, il y a beaucoup de sites, mais celui qu'on évoquera ensemble, parce qu'il y a beaucoup de restes humains, c'est celui en bas à droite de la diapo, Cima de los Huesos, qui est plutôt daté autour de 430 000 ans.
justement, c'est d'eux dont on va parler parce qu'en fait, après 600 000 ans en Europe, le concept qui va dominer, c'est celui de Homo heidelbergensis. Alors là aussi, il faut un petit peu être conscient de ce dont on hérite en paléanthropologie, et on hérite justement de déterminations taxinomiques, c'est-à-dire de taxons, de noms, de genres ou d'espèces, qui ont été créés dans un contexte particulier, c'est évident. Homo heidelbergensis, c'est tout début du XXe siècle, c'est 1907 pour la découverte de cette mâchoire à Mauer en Allemagne, et c'est 1908 pour la description par Otto Schoetensack dans une monographie très très détaillée. Mais du coup, on est en 1908. Donc les comparaisons de cette mandibule, elles se font avec évidemment ce qu'on a découvert à l'époque, c'est-à-dire essentiellement les néandertaliens de Krapina ou de Spee qui sont connus à ce moment-là. Voilà. Donc les seules constatations que Schoetensack peut faire, c'est que ça rentre dans ce groupe, c'est assez proche, donc c'est des fossiles d'hominines fossiles, enfin c'est des fossiles engagés sur la lignée humaine, si je puis dire, ce ne sont pas des grands singes anthropoïdes, mais il montre quand même qu'il y a une différence avec ce qu'on connaît des néandertaliens, justement. Donc pour lui, il se dit ça doit être des néandertaliens un peu archaïques. Il les place un petit peu en position d'ancêtres de ces néandertaliens. Et il leur donne un nom, parce que justement, c'est différent de Néandertal. Donc le but, c'est de marquer la différence. Donc ça va être Homo heidelbergensis de la province d'Heidelberg. Et donc aujourd'hui, nous, on hérite de cela, parce que ce nom, du fait en fait des règles de la nomenclature internationale, on est obligé d'utiliser les noms qui existent, s'ils correspondent, plus ou moins, évidemment. Et donc, ce nom, il existe. Il a une définition, mais qui date du début du XXe siècle. Toute la question, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser aujourd'hui pour une définition qui va être un peu différente, peut-être, puisque, voilà, on a d'autres fossiles, on a fait d'autres découvertes, et donc, est-ce qu'on peut réellement rester fidèle à cette définition de Otto Schoetensack, ou est-ce qu'il faut, justement, envisager les choses différemment? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions autour de l'espèce Homo heidelbergensis, qu'on connaît maintenant, vous voyez sur cette carte, peut-être très mal, mais enfin, qu'on connaît dans le sud de l'Angleterre, qu'on connaît à Totavel, dans le sud de la France, à Atapuerca, dont on vient de parler, au Portugal, à Aroeira aussi, à Schöningen, etc., un petit peu partout en Europe. Donc c'est en gros les vieux néandertaliens à partir de 600 000 ans, puisque la mandibule de Mauer, elle est datée à 600 000 ans. Alors donc, du coup, on va reprendre ces sites un peu anciens après 600 000 ans en Europe. Il n'y en a pas beaucoup non plus, mais on revient à Atapuerca, mais une autre localité, c'est un petit réseau karstique qui s'appelle Cima de los Huesos. Et donc, à Cima de los Huesos, on a de très nombreux, il y a près de 7000 restes humains qui se sont mis au jour, qui correspondent au minimum à 29 individus. Donc, vous pouvez voir un peu la morphologie. Vous voyez cette face très en museau, qui est assez caractéristique, et puis très peu de matériel archéologique associé, parce que ça n'est pas un lieu d'habitat. C'est sans doute un endroit où on est venu assez régulièrement déposer les morts, mais donc c'est pas du tout un lieu de vie, donc il n'y a pas de matériel associé, sauf ce très beau biface taillé qu'on considère comme étant une espèce sans doute d'offrande vis-à-vis des morts déposés à cet endroit-là. Donc avec une espèce de notion d'accès à une capacité un peu abstraite et symbolique autour de ces rituels mortuaires. Alors les fossiles ensuite attribués à Homo heidelbergensis, qui sont assez anciens en Europe et donc en France, ce sont ceux de la cône de Arago à Totavel, dont les niveaux en cours de fouille les plus anciens sont à 560 000 ans. Et il y a des restes humains, c'est les plus vieux pour la France, mais le niveau le plus connu, c'est celui à 450 000 ans. Vous voyez, la stratigraphie est très très haute, donc on a des niveaux d'occupation. Cette fois-ci, c'est vraiment des niveaux d'occupation par les groupes humains de à peu près 100 000 ans jusqu'à 700 000 ans à la base de la stratigraphie. Donc c'est vraiment une exception. Et là aussi, c'est ce qu'on appelle une vraie aubaine géologique ou archéologique de trouver cette densité de matériel à cet endroit. Et donc, il y a pas mal de restes humains. Les plus connus, c'est dans les niveaux à 450 000 ans. Alors, il y en a pas mal, ça veut dire 152 précisément, restes humains, ce qui paraît peu par rapport à la Cima de los Huesos, mais ce qui est beaucoup d'une façon générale.
Et donc, ceux qui sont connus sur 450 000 ans, vous avez cette face dite Arago 21, qui a été importante lors de la découverte en 1971, parce que c'était vraiment ce premier face-à-face avec ces Homo heidelbergensis, justement à l'époque plutôt considérés comme des Homo erectus. C'est pour ça qu'on va revenir sans doute sur le questionnement autour de cette espèce Homo erectus présente ou pas en Europe. Et puis, il y a plusieurs, vous voyez, mandibules, par exemple, il y en a 4 ici à l'écran, qui viennent de deux niveaux, de 2 unités archéostratigraphiques différentes, donc au sein de cet ensemble. Et vous voyez, quand on les positionne comme ça et qu'on regarde, qu'on essaie d'établir des comparaisons avec la mandibule de Mauer, qui est l'holotype, qui est celle qui a servi à définir Homo heidelbergensis, évidemment, vous voyez qu'il y a des points communs, et puis il y a quand même beaucoup de différences. Regardez la hauteur du corps mandibulaire des mandibules de l'Arago, par exemple, elles sont assez basses, alors qu'à Mauer, le corps mandibulaire est assez haut. La branche montante de Mauer est assez large et courte, et basse, alors qu'elle est plus gracile sur les fossiles de l'Arago. Puis d'une façon générale, l'arcade, vous voyez, l'arcade alvéolaire de Arago 2, par exemple, que vous avez en vue supérieure, elle est régulièrement convexe, assez allongée. Voilà, et ça, c'est toutes les particularités, mais aussi la variabilité qu'on peut observer au sein de ces mandibules, au sein d'un seul et même site préhistorique. Donc du coup, ça nourrit notre questionnement sur ces Homo heidelbergensis. Sont-ils un ou sont-ils plusieurs? Y a-t-il plusieurs lignées? Et parmi ces lignées, quelles sont celles qui sont justement les meilleurs candidats pour être à l'origine des Néandertaliens? Alors, je vous donne la réponse tout de suite, c'est plutôt la Cima de los Huesos, que vous voyez en bas à gauche, parce que justement, par rapport à l'Arago en bas à droite, vous voyez que les fossiles de la Cima sont beaucoup plus déjà engagés dans la lignée néandertalienne. Ils ont beaucoup plus cette face justement en museau qui est assez caractéristique des Néandertaliens que vous avez tout en haut de la diapo, en haut à gauche. Donc, il faut envisager sans doute plusieurs lignées sur les mêmes périodes de temps, entre 600 000 ans et les Néandertaliens, et 50 000 ans, on va dire, plusieurs lignées, dont une qui est bien placée pour être en position d'ancêtre. Alors, en effet, vous pouvez vous étonner que je vous parle des Néandertaliens en Europe, dans ce sens-là en tout cas, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a une lecture de l'évolution humaine pour l'évolution européenne, en Europe, qui se fait au prisme des Néandertaliens. C'est-à-dire qu'en gros, la morphologie des Néandertaliens, parce qu'elle est très dérivée, parce qu'elle est très particulière, on l'a un tout petit peu décrite, mais vous voyez là la face qui est très volumineuse, vous voyez le crâne qui reste quand même assez bas et allongé, c'est la partie plus foncée, la partie jaune, c'est une superposition avec un crâne d'Homo sapiens. Et donc, il a une anatomie très particulière par dérive génétique, en fait, c'est ça l'histoire. Donc, on les reconnaît bien, et c'est aussi les premiers qu'on a découverts dès le milieu la fin du 19e siècle. Donc, en fait, les Néandertaliens, on les connaît bien, ils ont conditionné notre façon d'interpréter l'évolution humaine en Europe. Et donc, on guette, parmi les fossiles plus anciens, quelles sont les premières traces en fait, de mise en place des caractères néandertaliens, sachant qu'on voit, ça c'est une réalité, qu'au cours du temps, ces caractères néandertaliens s'accumulent pour arriver à cette forme très typique des Néandertaliens, un peu très dérivée sur la fin de leur histoire. Alors juste au passage, ces petites images pour vous montrer leur territoire, qui s'étend quand même aussi vers l'Asie, et puis quelques pratiques qu'on leur connaît bien, comme la pratique de la sépulture, de l'enfouissement des morts, qui, là encore, fait quand même appel à une certaine capacité d'abstraction et d'accès à la notion du symbolique autour des pratiques mortuaires. C'est une pratique complètement partagée avec les Homo sapiens de ces périodes-là. Voilà, alors ils ne sont pas tout seuls, ces Néandertaliens. On revient sur notre concept d'évolution buissonnante des hominines au cours du temps. Quand on a les Néandertaliens en Europe, globalement, on a les premiers Homo sapiens. Du coup, avec Caroline, vous avez évoqué les découvertes, par exemple, de Jebel Irhoud, les nouvelles datations pour Jebel Irhoud qui vieillissent, pareil, l'émergence de cette lignée Homo sapiens. On a les Denisoviens qui sont identifiés uniquement sur la base des analyses génomique, ça il faut le garder aussi en tête, donc ça n'est pas une espèce, parce qu'avec la génétique on n'a pas accès à ce type de données ou de catégories de l'espèce. Et puis on a en parallèle, donc sur les petites îles, plutôt en phénomène insulaire, les Homo lusonensis ou les Homo floresiensis, qui sont plutôt apparemment des Homo erectus, mais de petite taille, parce qu'ils se sont complètement adaptés à leur environnement, à savoir le contexte insulaire, qui est donc de superficie réduite.
et avec un système aussi de représentation des prédateurs qui n'est pas tout à fait le même que dans les milieux continentaux. Alors, juste pour terminer, je voulais vous dire, vous transmettre un autre concept très important, celui qui peut-être, je sais pas, le terme le plus adapté serait peut-être le côté mosaïque, c'est-à-dire que jusqu'à une époque assez récente, on dit les Néandertaliens, on dit les Homo sapiens, et on a l'impression que c'est un bloc monolithique. Évidemment, c'est rien de tel. Hein, et là, pour le coup, il faut justement faire appel à la paléogénétique pour se rendre compte à quel point, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et parmi les Néandertaliens, ça vient tout juste de sortir sur les fossiles de la grotte Mandrin dans la vallée du Rhône, pour lequel donc un fossile est mis au jour qui s'appelle donc taurin. Vous le voyez sur la barre la plus longue là, de cet arbre. Et en fait, ce taurin, par la paléogénétique, on montre qu'il est extrêmement dérivé. Hein. Donc, ça confirme en fait aussi les spécificités des Néandertaliens comme étant des individus très dérivés, mais que sa dérive, on peut la dater un petit peu parce qu'on peut montrer qu'il diverge des autres Néandertaliens autour de 100 000 ans. Donc, il reste au moins 50 000 ans, justement, sur une période sans trop de métissage. Voilà. Donc, on ne peut pas dire les Néandertaliens au sens large. On est bien obligé d'avoir maintenant, grâce à ces avancées, d'avoir l'idée de ces différentes lignées, de ces différents groupes de Néandertaliens qui parfois peuvent rester très isolés. Et c'est un petit peu la même chose avec les Homo sapiens, où pareil, on avait l'impression, en ayant les Homo sapiens comme Cro-Magnon, qui est le Homo sapiens emblématique de l'origine de notre lignée, en Europe, eh bien, on avait l'impression qu'on avait les Homo sapiens qui arrivaient, pareil, d'un seul bloc. Finalement, voilà, tout ça est très mosaïque, avec des lignées qu'on peut distinguer, et puis évidemment des métissages ou des modalités en fait un petit peu complexes d'évolution entre eux. Donc, aux fonctions, vous voyez des périodes de temps pour le paléolithique justement récent, qui est découpé, vous le voyez à droite, en grandes périodes chronoculturelles. On n'a pas du tout les mêmes groupes, et ces groupes n'ont pas toujours des ascendances communes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, pour le Gravétien, vous allez avoir des groupes génétiquement un peu différents, mais par contre, culturellement, au niveau de leur culture matérielle, ils sont très proches. Et ils sont très proches, ils ont partagé en fait des constantes à travers toute l'Europe. Et puis on peut avoir l'inverse qui est vrai également. Donc je pense que ça permet de déconstruire définitivement l'idée d'attribuer à un type humain, d'attribuer à une espèce, à un genre, bien des capacités de production matérielle, puisque nature et culture sont quand même des choses qui nous caractérisent, puisque les humains, c'est vraiment ça toute la complexité justement, c'est de les caractériser sur ces deux plans-là, mais qui peuvent être tout à fait en variabilité très, 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 très importante. Voilà pour le petit tour d'horizon. Donc, je reste disponible pour vos questions.